Bon, on va faire la dernière table ronde de ces 2 jours, qui est ciblée sur la gouvernance, hein, c'est-à-dire toujours de discuter de cette de proximité, de cette relation ville-agriculture-production. Et nous avons invité des gens, enfin, participants à cette table ronde, des gens différents, comme on aime bien faire, c'est-à-dire un mélange des producteurs et des chercheurs, hein. Nabil Asnaoui Amri, qui est formateur à l'IFOCAP et qui a accessoirement une thèse en géographie, il me semble. Joël Guittard, Joël, qui représente l'association Terre de Liens, que certains connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Joël le présentera, mais enfin une association importante qui agit sur le foncier en périurbaine dans des endroits très compliqués au sens des valeurs et des contraintes. Mylène Morel, qui nous parlera du parc du Luberon, hein, qui vient du parc naturel du Luberon. Tristan Arlot, qui est notre agriculteur, il en fallait bien un, hein, on en a trouvé un, c'est celui-ci, et qui a été invité parce que de notre façon de voir, il a une expérience extrêmement originale et que je trouve riche en termes d'enseignement, de réflexion de l'alimentation locale à partir de l'initiative des agriculteurs. Et Carolina qui va nous expliquer un certain nombre de choses de Madrid, et notamment des parcs agraires, c'est-à-dire des actions communales pour favoriser, mettre à disposition des agriculteurs un foncier qui est dans des zones tendues au bord des villes. Donc voilà, tout ça parlait de gouvernance, hein, un peu sous les divers aspects, et Nabil donc commence à nous parlant peut-être de filières régionalisées, de relocalisation. Alors Nabil, de réputation, si tu peux être dans les temps. Très bien, merci. Je vais essayer d'être dans les temps. Donc, en fait, voilà, moi, rapidement pour dire d'où je parle, là, c'est surtout via les travaux que j'ai pu mener justement récemment en thèse, donc qui a été soutenue en fin d'année dernière, autour de la participation des agriculteurs à une politique alimentaire de territoire, celle de la métropole de Montpellier. Donc en fait, ce qu'on m'a demandé là, c'était de dire un peu d'où vient cet intérêt pour les territoires à l'alimentation, et puis du coup, comment ça se déroule, qu'est-ce que ça implique en particulier en termes de gouvernance, et terminer un peu sur les facteurs, les leviers, les points de tension potentiels sur ces questions-là. Alors, pour commencer, en fait, donc l'origine, je dirais que d'abord, ce qui commence un peu ces histoires d'implication du territoire, c'est avant tout ce rapport-là entre la société et le marché, à travers ce qu'on a pu appeler les circuits courts ou les réseaux alimentaires alternatifs. Et du coup, ça, qui apparaissent plutôt dans les années 90 en relation avec les crises sanitaires, la crise de la vache folle par exemple. Là, on a à ce moment-là encore peu les territoires qui sont mobilisés en tant que tels. On commence à avoir une implication des territoires ensuite dans un second mouvement, qui est plutôt le thème de la journée d'hier, en fait, donc qui est plutôt la relocalisation de l'approvisionnement alimentaire public. J'ai pu travailler 12 ans dans le réseau des CIVAM, donc on a commencé à travailler là-dessus dans les années 2000, sur justement comment on introduit des produits biologiques, locaux dans la restauration scolaire, et donc en relation avec un territoire qui est là en tant que territoire qui gère une restauration collective. Et puis plus récemment, dans les années 2000, on a un essai du territoire de reconnecter justement l'ensemble de ces pôles-là avec une entrée multiple, en fait, à travers des politiques alimentaires territoriales ou des stratégies alimentaires urbaines, et donc reconnecter des acteurs à la fois de la fourche à la fourchette, donc l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, mais aussi sur des champs variés. Donc on va voir la diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc on voit en fait justement comment peut être là donc le rôle du territoire. C'est d'abord un rôle, donc celui qu'on a vu hier, qui est d'utiliser le levier de la restauration collective, donc plutôt de la question de la consommation et de toute la filière et l'organisation de la filière pour organiser cette transformation. Mais c'est aussi en amont les questions de paysage agricole, foncier, production, et
en aval, la gestion des déchets, par exemple. Et donc ensuite, ce qu'on voit là, c'est que, en fait, on a de nombreux acteurs, de nombreuses initiatives, de nombreux lieux, et justement, un des enjeux pour le territoire, ça va être de mettre toutes ces initiatives en relation, dans des sphères d'action qui restent malgré tout assez cloisonnées. Donc on le voit à la fois en termes d'acteurs qui portent ces sphères-là, donc acteurs publics, acteurs associatifs, privés, donc les entreprises, mais aussi en termes d'entrée thématique dans l'action. Du coup, ça amène le territoire à avoir, en plus de son levier de compétences liées par exemple à la restauration ou à la gestion de l'aménagement urbain, d'avoir cette dimension d'organisateur de la cohérence de l'action et donc une fonction ensemblière. Donc on passe à la diapo suivante, justement, où là on voit, donc je vais essayer de parler de ce qui a été à l'origine de la thèse que j'ai faite, c'est-à-dire une hypothèse de décalage entre un environnement agricole spécialisé, donc là on est sur le territoire de la métropole de Montpellier avec un océan de vignes, une spécialisation viticole, et les demandes particulières d'un bassin urbain particulier. Et du coup, ce décalage, il est lié à plusieurs choses. D'abord, pour les agriculteurs, une demande alimentaire urbaine qui est difficile à identifier et difficile à traduire, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, en termes d'orientation technique des entreprises agricoles, des exploitations, on passe d'un modèle productiviste plutôt sectoriel, par filière, donc spécialisé, à un modèle alternatif diversifié, où on va chercher un panier de produits complémentaires. C'est aussi un décalage qui est lié au fait que on travaille dans le cadre d'un projet ouvert de territoire, un projet multi-acteurs, avec des pratiques de participation nouvelles pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont plutôt habitués à être dans des arènes spécialisées, de gestion du foncier, par exemple la SAFER, de gestion de l'aval, les filières, par exemple. Et là, ils se retrouvent dans des arènes complètement ouvertes avec plusieurs acteurs autour de la table, acteurs à la fois des collectivités, mais aussi de la société civile ou des nouveaux acteurs de l'économie privée ou économie sociale et solidaire. Alors, du coup, le territoire, en fait, c'est ce que j'ai voulu montrer là avec ce schéma, en fait, c'est qu'il va avoir à la fois ce rôle dont on a parlé d'ensemblier, de mettre en réseau des acteurs, mais aussi un rôle de changement d'échelle, d'accompagner un changement d'échelle. Donc du coup, en fait, ce changement d'échelle, je vais essayer de l'illustrer à travers le travail de la métropole de Montpellier pour justement déployer de nouvelles formes agricoles sur son territoire. Et donc, en fait, ce qu'on voit en termes d'échelle, c'est qu'au départ, on va partir sur, donc ici, un enjeu finalement de définition de problème qui est de dire on a un territoire qui est trop spécialisé, on va essayer d'utiliser du foncier public pour mettre en œuvre une agriculture plus diversifiée et plus écologique. Et donc ça commence avec un agriparc, donc un parc agraire. On pourra comparer du coup avec Madrid tout à l'heure. Et du coup, plutôt, on va dire, dans le champ du foncier. Alors là, c'est à l'échelle d'une commune. Donc dans un premier temps, c'est une collectivité qui s'appelle la communauté d'agglo de Montpellier, qui va sur environ 200 hectares d'un domaine, utiliser donc 100 hectares d'agriculture, et sur ces 100 hectares d'agriculture, va installer 10 hectares de maraîchage privé, donc, qui sont des personnes qui ont été déplacées, et puis 10 hectares d'espace test agricole pour tester justement de nouvelles formes d'activité et aider des jeunes à s'installer en maraîchage biologique diversifié. Donc à partir de là, en fait, on voit qu'en termes de processus, donc il faut réussir à accompagner un changement d'échelle. Comment passer de 10 hectares, par exemple, de foncier à un tissu maraîcher plus élargi? Donc ça pose déjà toute une question en termes de processus d'accompagnement, sachant que là, dans ce cadre-là, la collectivité va se cantonner plutôt à l'octroi de foncier, dans un premier temps.
Alors ensuite, ce qui va se passer en termes là on est plutôt dans les résultats. En fait, on voit que dans un premier temps, sur 100 hectares de foncier disponible, on a essentiellement un maintien d'une agriculture déjà existante, dont par exemple 70 hectares alloués à des viticulteurs en cave coopérative. Donc au final, on a du mal à résoudre le problème de départ. Donc là, il va y avoir un nouveau cycle d'action publique qui va redéfinir le problème. Et donc là, on change de période. La première, c'est plutôt 2012-2015. On passe à la période 2018, où là, en fait, à travers une nouvelle politique agroécologique et alimentaire, donc la P2A, est défini un problème plus large qui est de transformer le système alimentaire territorial. Donc ça veut dire agir à la fois sur le foncier et l'installation, mais aussi sur l'approvisionnement alimentaire et la gouvernance du territoire. Et donc à partir de là, l'idée c'est d'utiliser le foncier public comme instrument pour générer une boîte à outils qui permet de favoriser une installation agricole élargie, et à partir de là, à essayer d'avoir aussi un impact en termes de résultats sur d'autres institutions, d'autres réseaux qui pourraient utiliser ces outils d'installation pour finalement élargir la diversification de l'agriculture du territoire, dont Terre de Liens, dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, maintenant j'essaie de voir quels sont les enjeux finalement en termes politiques de ces changements d'échelle. Alors d'abord, pour moi, il y a un premier enjeu qui est en termes de tension entre la spécialisation et la polyvalence. On en a entendu parler au début de ces journées avec la DRAF qui parlait de la difficulté de faire plusieurs métiers, de l'importance de garder des métiers spécialisés. Là, on voit bien qu'à l'échelle des territoires, ça pose une vraie question. C'est-à-dire comment se fait ce passage d'un territoire plutôt spécialisé à un territoire polyvalent, multifonctionnel, et donc tout cet enjeu lié à ce lien entre la taille et la prise de risque. Pour résumer, plus on va être grand, et plus on prend des risques à diversifier, et plus on est petit, plus moins les risques sont élevés sur la diversification. Donc en termes de politique publique, c'est aussi une tension entre finalement passer de politique, on va dire plutôt du ou, c'est-à-dire est-ce qu'on agit principalement sur l'agriculture existante, par exemple, à une politique du et. On doit agir à la fois sur l'agriculture existante, mais aussi sur le renouvellement de l'agriculture, par exemple, via l'installation. Ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'après, ça veut dire qu'il faut arriver à travailler sur des secteurs, là encore, professionnels, des métiers qui sont différenciés. Par exemple, un métier qui est plutôt le métier d'aménageur et un métier qui est plutôt celui d'accompagner le développement économique. Et là, on touche un peu ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire le fait de définir de nouvelles catégories. On a d'un côté, à l'échelle de la commune, par exemple, les plans locaux d'urbanisme qui définissent les zones agricoles, naturelles, urbanisées. Quand on installe des agriculteurs, on voit bien qu'en fait, il y a quand même des enjeux sur des zones agricoles de remettre du bâti pour développer l'activité économique agricole. Et là, on commence à avoir aussi des tensions entre le bâti, le non-bâti, les différentes catégories héritées de cet urbanisme, comme disait Catherine ce matin, qui a 200 ans, c'est-à-dire qui va séparer les fonctionnalités de chaque espace. Et donc, il faut arriver à recombiner les différentes fonctionnalités. Et pour terminer... Pour revenir à l'hypothèse de rigorosité de ce matin, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la tête des régulateurs? De dire on va agir différemment, par exemple, selon la forme de la ville ou l'éloignement à la ville, ou est-ce qu'il y a une relation? Alors, ce que vous nous présentez là et le fait encore peu. Pour l'instant, on est plutôt dans une approche de zoning. On est dans une approche de je crée des zones qui me permettent d'avoir des tampons entre l'urbain et le rural. Et par exemple, ça va être un agri-parc, par exemple, ou ça peut être une réserve naturelle. Et en fait, ces tampons-là sont des zones où les fonctions ne sont pas mixées. On va avoir, par exemple, une fonction de protection de l'environnement ou une fonction de création de l'agriculture. Voilà, mais les lignes bougent, justement. Alors, c'est possible d'avancer sur le... Voilà, donc en gros, l'idée, c'était bien ça.
c'est-à-dire de montrer les différents niveaux des changements d'échelle, c'est-à-dire à la fois comment on définit le problème, donc la question cognitive, donc comment on voit le problème, comment, en fait, en termes de valeur, en termes de perspective, par exemple, la perspective, on va dire, fractale n'est pas la même que la perspective concentrique, par exemple. Mais après, donc, les processus, comment on mène l'affaire, donc l'action publique, quelles règles, quelles procédures. Et donc, pour l'instant, c'est toujours les procédures classiques de l'urbanisme qui séparent l'agricole du naturel de l'urbain, par exemple. Et puis, la question de l'échelle, de la taille, du changement de volume. Et donc, je voulais terminer avec ça, c'est-à-dire que les tensions aussi, pour moi, les lignes de tension, c'est quand même, d'une part, et ça c'est nouveau dans les années 2000, et on pourra le voir avec Terre de Liens, c'est une tension sur bien public, bien privé, tout l'enjeu de la publicisation des terres périurbaines, c'est-à-dire qu'elles sont en effet des terres, elles peuvent être privées ou publiques, mais quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus fort de l'ensemble de la société sur l'avenir de ces terres-là. La tension qui est liée aussi à ça, du coup, c'est l'évolution des règles dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, on a une difficulté qui est des temporalités différentes entre le politique et les enjeux environnementaux de long terme et l'économique de court terme pour l'agriculteur qui va s'installer. Et qui, lui, justement, a besoin d'un bâtiment rapidement pour pouvoir travailler et mettre en œuvre son activité. Et donc voilà, ce que je voulais terminer là-dessus, c'est-à-dire que du coup, on voit bien qu'il faut réussir à joindre trois perspectives qui, pour l'instant, sont plutôt des métiers différenciés, c'est-à-dire une perspective de zonage géographique, et là, on est plutôt chez les aménageurs urbains, une perspective qui est plutôt de règlement d'usage, et là, on va être pas mal chez les développeurs, mais aussi chez les juristes, et chez nous, l'ADREAL, la DRAF, l'État qui est là aussi dans son rôle régalien, de police, on va dire, et finalement une perspective de gouvernance, pour terminer, avec du coup qui on met autour de la table, quelle assemblée, quelle arène, pour décider de ces changements d'échelle et de cette évolution. Voilà, merci pour votre attention. Merci. On va de suite passer la parole à Joël pour l'association de Terre de Liens. Alors, en substance, c'est-à-dire ceux qui se bagarrent pour que dans les espaces de rugosité, il reste de l'agriculture au milieu. Oui, merci. Oui, dans les espaces de rugosité, mais peut-être ailleurs aussi. Oui, parce que bon, vous avez entendu Terre de Liens prononcer à plusieurs reprises, et vous avez peut-être commencé à comprendre que Terre de Liens est un mouvement citoyen. Hein, c'est la partie droite là, du triangle, c'est la société. Car dès sa création, le mouvement, puisque je vous explique ensuite, il y a plusieurs entités à l'intérieur du mouvement, Terre de Liens s'est donné comme objectif d'impliquer la société civile dans la problématique de la préservation des terres agricoles. Autrement dit, si on élargit un petit peu le débat, c'est dans la gestion du foncier, en définitive, qui en fait est basée sur l'idée que le foncier est un bien commun et que ce bien commun, la société civile, est en droit et voire même le devoir de s'impliquer dans la gestion de ce bien commun. Donc c'est à partir de ça, enfin de cette idée un petit peu globale, que s'est créé le mouvement Terre de Liens en 2003, et a en plus appuyé sa démarche sur un certain nombre de constats, notamment les chiffres que tout un chacun connaît peut-être, c'est le nombre de disparitions d'hectares par an au niveau de la France. On est entre 50 et 70 000 hectares, ce qui correspond à la disparition d'une surface correspondante à un département moyen de la France tous les 5 à 7 ans. Vous voyez, c'est 200 fermes par semaine. Voilà quelques chiffres, si vous voulez, qui permettent de préciser un petit peu la vitesse à laquelle l'espace agricole est détruit. Soit par artificialisation pour de l'habitat, pour des infrastructures, autoroutes, chemins de fer, ainsi de suite, grandes surfaces. Enfin, voilà. Donc c'est sur cette base-là que s'est développé ce mouvement associatif. Donc c'est bien ça au départ, un mouvement associatif qui cherchait à mobiliser les citoyens pour qu'ils se saisissent de cette problématique et qu'ils interviennent à tous les endroits possibles pour tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Attention, on est en train de
je ne dirais pas gaspiller, mais peut-être pas utilisé de façon suffisamment intelligente et prospective cette ressource qui est la terre et qui est une ressource qui n'est pas renouvelable. Hein. Elle est, quand elle aura disparu, elle est difficilement récupérable après quand on a mis du béton dessus ou du goudron pour en refaire une terre agricole. Voilà. Donc cette idée-là s'est traduite par un certain nombre d'interventions au niveau de mouvements, enfin, d'événements grand public. C'était des interventions au niveau des collectivités, au niveau des ministères. Vous voyez, c'est tous les endroits où il était possible de faire apparaître cette idée que la société civile avait son mot à dire sur la gestion de du foncier agricole. Voilà, donc ça c'était cette implication humaine qui était demandée aux citoyens pour dire attention, là il y a une problématique dont vous devriez vous saisir, puisque c'est une responsabilité en tant que citoyen. Mais rapidement, il s'est avéré que certes, cette démarche-là portait ses fruits, ça permettait d'intervenir à l'occasion d'un PLU, de l'enquête publique, d'aller poser un certain nombre de questions sur les zonages qui étaient identifiés. C'était participer à un débat pour présenter la démarche, mais tout cela n'étant pas suffisant, l'association, puisque c'est elle qui est un petit peu la matrice de départ, a souhaité se doter d'un instrument financier de façon à pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait vraiment des terres menacées, qu'il n'y avait pas possibilité par toutes les interventions de le protéger, à ce moment-là, on demandait à la société civile d'investir son épargne, de confier son épargne à une structure financière qui, grâce au capital constitué, pouvait acquérir des terres qui étaient menacées. Et ces terres donc étaient achetées et l'engagement que prenait donc on appelle ça une foncière, la foncière Terre de Liens, était de sortir ce foncier du marché sur le très long terme. Autrement dit, ne jamais le revendre. Donc ça permettait de cette façon d'assurer une pérennité agricole. Ça permettait également d'éviter les phénomènes de spéculation, puisque chaque fois qu'il y a une revente, chaque fois les prix augmentent. Et ça permettait par ailleurs d'apporter une solution à ce problème qui a déjà été évoqué peut-être à différentes reprises, que l'accès au foncier est devenu très, très difficile, donc par le prix. Et ça, c'est peut-être un élément de réponse aux questions qui ont été posées ce matin. Pourquoi les prix autour des zones où le foncier est élevé est plus élevé que le prix des autres produits? Est-ce que la part du foncier là-dedans intervient? Donc ça pourrait être une solution par rapport à ça. Et ça permet également à des porteurs de projets qui ne sont pas issus du monde agricole de pouvoir accéder à leur outil de travail, puisqu'à ce moment-là, Terre de Liens achète, Terre de Liens, la société civile achète le foncier et le met à disposition sous forme d'un fermage à ce porteur de projet. Et ce porteur de projet va avoir, je dirais, deux spécificités. C'est qu'il aura un bail rural qui va lui permettre de travailler aussi longtemps que possible. C'est un bail rural de 25 ans, voire de carrière. C'est-à-dire que ça va lui donner une visibilité sur le long terme, puisque, tel que je vous le disais, Terre de Liens s'engage à ne pas revendre ce qui est acheté. Et en plus, et ça c'est un autre élément de la démarche Terre de Liens, pour préserver la terre agricole, c'est de demander aux fermiers de travailler selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Autrement dit, on préserve la terre dans ses fonctionnalités et capacités de production. Donc voilà, ça a été, si vous voulez, cet outil supplémentaire, cette structure financière qui a permis actuellement d'avoir maîtrisé de l'ordre de 4600 hectares sur la France entière, ce qui correspond à 180 fermes et qui a permis d'installer 250 fermiers qui ont un bail rural, et ce qui fait travailler à peu près 450 personnes. Bon, si vous voulez, c'est peu,
mais ça montre bien que cette gestion collective du foncier est quelque chose de viable. Hein, ça fonctionne. Hein. Je pense que c'est un des gros intérêts de Terre de Liens, hein, qui pour moi a été un élément déclencheur pour devenir bénévole à Terre de Liens, c'est qu'au-delà des idées, des concepts, il y avait une concrétisation. Hein, c'est un petit peu la démarche de la préfiguration qu'on peut trouver dans certains mouvements de contestation. Bon, on pourrait aller presque jusqu'au ZAD, hein, on peut, dans ce raisonnement-là, de dire, ben voilà, on défend des idées, mais on vous montre que ça fonctionne. Et ça, la foncière Terre de Liens a cette capacité. Mais une question oui. Pour préciser, je vois bien d'acheter une terre agricole dans un endroit rural. Est-ce qu'il n'y a pas eu des débats dans votre groupe sur le fait de payer une fortune des terres périurbaines qui avaient des valeurs extraordinaires? Bon. Si, bien entendu que les débats sont apparus parce qu'on a un cas qui a été assez emblématique dans les Bouches-du-Rhône, hein, en périphérie de la zone commerciale d'Aubagne, hein, de la zone des Palus, qui est une zone commerciale où il y a des terres hein, qui avaient été sanctuarisées par la municipalité, dire la zone commerciale n'ira pas au-delà de cette limite. Ces terres-là qui sont à maraîchage resteront en maraîchage, mais le prix de vente avait subi, je dirais, l'effet qu'elles auraient pu être urbanisables. Donc il y a eu tout un travail de fait, et notamment par la SAFER, qui a vraiment joué son rôle à ce moment-là, c'est-à-dire qui est intervenu, qui a fait une préemption avec révision de prix, que n'a pas accepté le propriétaire. Donc c'est parti en procédure judiciaire, judiciaire. Et c'est là un expert foncier qui a dit, voilà le prix auquel ces terres devraient se vendre. Donc là, je dirais que Terre de Liens, en fait, a subi, hein, puisque c'est toutes les structures qui ont été mises en place au niveau de la France pour réguler le prix du foncier qui sont intervenues et qui ont dit, ben voilà le prix auquel doit se vendre cette terre-là. Mais il est certain qu'au niveau de Terre de Liens, qui avait fait des acquisitions dans un monde beaucoup plus rural, la question s'est dit, mais est-ce que là, on n'est pas en train de rentrer dans le processus de spéculation, hein, puisque tel que je vous le disais tout à l'heure, hein, l'idée de sortir la terre, le foncier du marché, hein, c'était éviter la spéculation. Mais la conclusion était un petit peu de dire que la spéculation, on la subissait et que malheureusement, on n'avait pas capacité à faire mieux. Et je pense que, pour revenir à ce qui a été dit ce matin sur ce modèle un petit peu rugueux, hein, où les zones en proximité de zones urbanisées vont avoir obligatoirement un prix qui va augmenter. Hein. Donc pour pouvoir accéder à ce foncier, ça va à nouveau reposer le problème du capital nécessaire pour pouvoir l'acquérir. Et peut-être que là encore, Terre de Liens la société civile peut apporter une solution en disant, mais nous, en tant que citoyens, nous souhaitons avoir une agriculture de proximité, hein, et on fait ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire on investit, on est apporteur de capitaux pour pouvoir répondre à cette attente-là. Donc vous voyez, au travers de la structure financière de Terre de Liens, là je spécule un petit peu, c'est clair, hein, mais c'est des idées qui mériteraient peut-être d'être travaillées. Que vous faites, hein, oui, bien entendu, il y a oui, des collectes de fonds. Voilà. Bon, on avait, si vous voulez, pour l'instant, on n'a peut-être pas perçu encore toutes ces évolutions potentielles des modèles d'urbanisation. Hein. Les modèles, comme on disait tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a grand monde qui a encore réfléchi, hein, à des modèles d'urbanisation autres que celui qu'on vit actuellement, hein, qui était plutôt globalisation. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se dire en public. Non, mais ça figure sur le site de la SAFER qui publie toujours la valeur des affaires. Comment? C'est public? C'est la prescription. Non, mais c'est ma mémoire qui est plutôt très fiable à ce moment-là. Non, mais ça doit être de l'ordre des 10 000 € l'hectare. Des 100 000 € l'hectare, pardon. Voilà, je savais bien que j'allais oublier zéro. Oui. Voilà. Mais on fait mieux quand même maintenant. Ben pour les gens qui ne sont pas français, 100 000 € hectare, c'est énorme en France pour
Oui, la moyenne française étant à 6 500 € l'hectare à peu près sur la France. Et malgré cette énormité, la collecte de fonds a donné la possibilité à la foncière d'acheter. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, pour rebondir sur cet élément et pour montrer peut-être qu'en même temps, cette démarche de Terre de Liens est quelque chose qui a un écho important au niveau de la société civile et avec toutes les démarches qui se développent justement de valorisation de la valorisation et de relocalisation des productions, c'est qu'il y a à la limite des fois plus d'épargne, enfin on nous confie plus d'épargne qu'il y a possibilité d'acquisition de foncier. Vous voyez, c'est donc c'est pas toujours, en tous les cas c'est satisfaisant en termes de démarche, mais il faut pas faire n'importe quoi pour dire de dépenser l'argent que nous confient les citoyens. Voilà. Bon. Après que Nabil nous ait montré le cadre général de ces voilà, peut-être juste rajouter, puisque j'ai parlé de mouvement, il y a 3 piliers, en fait, on a parlé de 2, donc le tissu associatif, la foncière, et il y a un 3e élément, c'est une fondation, donc la fondation Terre de Liens a été reconnue d'utilité publique, donc ce qui permet au tissu associatif d'être adossé à de structures fortes, et notamment la FRUP, donc la Fondation reconnue d'utilité publique, qui a une garantie de l'État, donc pour lorsqu'il y a des dons, lorsqu'il y a des legs, assurer son engagement à maintenir ces dons et ces legs dans le temps, donc préserver l'activité agricole le plus longtemps possible, et permet également aussi à la Fondation de pouvoir recevoir des subventions de collectivités, ce qui permet justement, lorsqu'il y a nécessité d'acquérir des terres, de pouvoir faire appel en définitive à trois sources de financement: l'épargne par le biais de la foncière, la fondation par le biais des dons, ainsi que des subventions qui arrivent des collectivités. Donc on arrive à faire ce qui a été évoqué, je ne sais plus, tout à l'heure peut-être, à monter des opérations publiques-privées. Autrement dit, un public, c'est-à-dire qu'il y a des investissements faits par les collectivités, et privés, puisque c'est de l'argent des citoyens, c'est donc de l'argent privé qui est utilisé. Et c'est comme cela que nous avons, pour rebondir encore sur Aubagne, donc cette ferme qui a fait couler beaucoup d'encre et dépenser beaucoup de salive, l'acquisition s'est faite à la fois par Terre de Liens, qui a pu faire l'acquisition du foncier, et comme à proximité il y avait un logement qui était mis à la vente, la collectivité a acheté ce logement et l'a mis à disposition du fermier auquel a été confié le foncier d'Aubagne. Donc, vous voyez, et là on a donc donné on a fait un seul bail, de façon à ce qu'on verrouille un petit peu la communauté d'agglomération pour qu'elle ne casse pas le bail tant que son bail de location du logement, tant que Terre de Liens avait un bail de location du foncier. Merci. Je pense qu'il y aura des questions après sur le sujet. Donc je disais, Nabil nous a dressé une géographie un peu générale des relations de l'alimentation ville et campagne. L'expérience de Terre de Liens pour l'aspect très, je sais pas comment dire, financier de l'investissement privé, sur pratique. Bon, et maintenant peut-être partir dans le Luberon pour voir une expérience institutionnelle différente d'un parc et d'un PAT, d'un programme alimentaire territorial. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc merci aussi d'avoir fait que je puisse témoigner de ce qui se passe en Luberon. Tout d'abord, des éléments importants. Donc moi, je vais relater un petit peu ce qui se passe sur le parc du Luberon, justement quels ont été les éléments facilitant la mise en place d'un projet alimentaire territorial sur le parc, et puis des éléments un peu de frein, quoi. Tout d'abord, 2 éléments. Donc le parc du Luberon, c'est un parc, c'est-à-dire un territoire qui a un beau patrimoine naturel, culturel, mais fragile. Et donc, c'est un territoire aussi de projet, un projet qui est inscrit dans une charte,
pour une quinzaine d'années et un projet partagé. Et ça, c'est aussi important dans justement la mise en place de ce projet agricole territorial. Et puis le Luberon, c'est quand même un territoire qui est... moi je dis, le Luberon, c'est une montagne de santé, donc il a une diversité de production extraordinaire. Et en fait, cette diversité, c'est la diète méditerranéenne. On a, par le poisson, on a tout. Donc c'est un trésor vraiment, c'est un patrimoine gastronomique qu'il nous faut absolument préserver. Préserver, mais pas mettre sous cloche, justement développer. Et donc aujourd'hui, ça a démarré avec la charte du parc en 2009, le projet alimentaire. Et dans cette charte qui est écrite par les différents acteurs, les forces vives du territoire, sur son volet agricole, avait comme projet de développer les circuits courts. Et en 2009, ça fait longtemps que le parc existe et avait développé des marchés, mais en 2009, on a mis la vitesse supérieure sur tout ce qui est développement des circuits courts, développement des marchés de producteurs, mise en place, création ou appui à la création de magasins de producteurs. Il y avait déjà pas mal d'AMAP, on avait une dizaine d'AMAP sur le territoire. Et 2009 aussi, ça a été la mise en place d'une opération qui s'appelle de la ferme à ta cantine et qui vise à l'approvisionnement en produits locaux et bio si possible à la cantine avec des actions pédagogiques parce qu'il faut donner le sens à ce qu'on fait. Et donc derrière, on a mis en place pas mal d'actions pédagogiques. La pédagogie est d'ailleurs une des 5 grandes missions d'un parc. Et donc, démarrage classique. Et puis, de là aussi, rapidement, la question foncière avec, c'est bien, on recherchait aussi des produits. Et donc, il fallait trouver, et pourquoi pas installer des agriculteurs en circuit court. Et puis, cette question de la préservation aussi des terres agricoles. Et là, on a commencé à avoir des opérations, on en parlait tout à l'heure de zonage, de zones agricoles protégées. Et il y a aujourd'hui plusieurs opérations de zones agricoles protégées sur le territoire. Et voilà, et de fil en aiguille, on a mis en place d'autres actions sur des filières territorialisées bio, comme la filière panicole. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur une filière panicole bio à partir de blé paysan ancien et qualitatif avec du levain naturel. Une charte va être mise en place. Donc ça aussi, c'est une action un peu phare du parc. Et on voit là, petit à petit, l'action s'est structurée autour de 6 axes qui vont du foncier jusqu'au territoire à la fin. Et c'est à ce moment-là c'était dans le mouvement aussi de ces systèmes alimentaires territoriaux et la mise en place des PAT au niveau national. Et à un moment donné, on a dit, voilà, nous, on est projet alimentaire territorial, quoi. Et donc, c'est aussi intéressant de dire, parce que souvent, on parle de la création, de la mise en place ou de l'émergence des PAT à travers des diagnostics, un plan d'action, etc. Nous, on n'a pas fait ça. Ça s'est fait petit à petit. Et à un moment donné, on a dit, oui, tout ce qu'on fait, on peut le mettre dans ce cadre un petit peu de cohérence qui est un projet alimentaire territorial. Voilà. Et peut-être insister sur l'aspect force et faiblesse ou frein et opportunités, dans le sens où on comprend bien qu'il y a les pattes au niveau institutionnel, légal, qui ont permis de structurer quelque chose. Il y a une ambiance générale en France qui est plutôt dans ce sens-là. Très bien. Mais malgré tout, vous, en tant qu'institution, qu'est-ce qui vous a poussé à changer alors qu'il y a X années, vous ne le faisiez pas? Qu'est-ce qui vous a aidé à aller... d'insister un peu sur ces éléments d'aide et de frein. Donc, nous, on a eu des moments forts dans le développement du projet alimentaire. Ça a été d'abord un forum ouvert, parce que donc, au niveau d'un parc, on a notre démarche, elle est très participative. Pour nous, le projet agricole territorial, ce n'est pas le projet du parc, c'est le projet du territoire, et toutes les associations qui composent ce territoire. Et donc, suite à un forum ouvert qui a eu lieu en 2016, où il y a eu pas mal de monde et où la question qui était posée, c'est « et si l'on construisait ensemble notre alimentation de demain ?»
et où un forum ouvert, il n'y a pas d'intervenant, tout le monde est intervenant, quoi. Et donc là est sorti pas mal de projets de mise en réseau et pas mal de projets. Il y avait quand même 150 participants à ce forum ouvert qui ont permis de présenter des projets au PNA, d'être lauréat du PNA, hein, et de PNA pouvoir le programme national pour l'alimentation, qui est un programme qui permet, c'est un appel à projet, qui permet d'avoir des financements à la fois de l'État, mais aussi au niveau régional. Hein. Voilà. Et ça nous a vraiment permis ce forum de structure, enfin, de mettre en réseau, de donner une nouvelle dynamique au niveau territorial sur cette question de la relocalisation de l'alimentation, et ensuite de pouvoir mobiliser des fonds pour que les associations travaillent dans le cadre d'action qui avait été réfléchi ensemble. Donc ça a été une étape importante. Et maintenant, ces 150 personnes, elles sont toujours impliquées, peu ou prou, ou ça reste quelque chose d'institutionnel? Il y a une autre diapo, je ne sais pas, voilà, ça c'est un peu l'écosystème du PAT Luberon, où il y a les communes, hein, les communes avec qui on travaille notamment sur la fermata cantine. Hein, aujourd'hui, quasiment toutes les communes qui ont une cantine, qui sont en gestion directe, sont à la fermata cantine. Il y a les communautés de communes avec qui on travaille, notamment certaines, on est en train d'essayer de décliner le projet alimentaire à l'échelle intercommunale dans leur cadre de leur politique publique, notamment des schémas de développement économique qu'ils mettent en place. Donc ça, c'est un peu une nouvelle chose. Et puis après, il y a les organismes agricoles, on voit la Terre de Liens, la SAFER, il y a les associations. On travaille avec pas mal d'associations culturelles ou locales, d'éducation populaire qui travaillent sur l'alimentation. Voilà. Donc, c'est un point important, c'est un projet de territoire. Et nous, notre rôle, bien sûr, on impulse certaines actions, on les anime, mais on a surtout ce lien de coordination et de garder cette dynamique, des fois à travers des programmes. Et un des freins, quand même, ça reste cette difficulté, parce que les PNA, ces programmes national pour l'alimentation, c'est des programmes financés sur 2 ans. Et donc, un des freins, c'est de trouver aussi les moyens financiers à participer au projet, hein, voilà, et à animer le projet. Et ça, on est toujours avec des petits financements d'1 an, 2 ans, et à toujours monter les projets, à ne pas avoir les appels à projets, à recommencer. Et ça, c'est un peu contraignant en matière de durabilité de la démarche. Un autre écueil qui arrive bientôt, c'est les élections municipales et donc communautaires et donc du parc aussi. Voilà. Donc là-dessus, ça va être un gros changement. Et donc là, nous se connaissons, enfin moi ce que j'essaie dans cette animation du projet alimentaire, c'est de travailler sur plusieurs piliers, c'est-à-dire à la fois avec les associations, avec les élus, aussi avec les entreprises, pour en final, parce qu'il y en a quelques-uns qui changent, que l'écosystème continue à fonctionner, quoi. Et donc on prévoit néanmoins pour les futurs élus une formation avec les partenaires pour justement leur présenter les initiatives qu'il y a, leur présenter ce projet-là et les faire en sorte qu'ils mettent le pied à l'étrier rapidement tant qu'ils sont tout feu, tout flamme en début de mandat. Voilà. Merci. On va passer maintenant à M. Arlot, qui nous a intéressés parce que c'est un agriculteur qui a le culot de ne pas attendre l'administration pour faire quelque chose, donc il va nous expliquer. Je vois une espion là-bas. Donc, je suis Monsieur Arlot, je suis agriculteur au Puy-Saint-Tréparade. Donc je touche le parc du Luberon, mais je suis du mauvais côté de la Durance. Donc forcément, ça aide pas. En 2014, je siège avec monsieur dans les institutions et j'en avais assez de voir que rien n'avançait. J'en avais assez de voir que les agriculteurs étaient gouvernés par des élus qui ne les comprennent pas. Mais vraiment pas du tout.
Donc, ce qu'on a fait avec tous nos clients, on a monté une association et on a demandé à nos clients ce qu'ils voulaient qu'on fasse pour eux dans la commune. Et ensuite, on leur a dit, OK, on est prêt à le faire, mais il va falloir qu'on transforme notre ferme et qu'on travaille ensemble pour atteindre ces buts. En 1 an, on a monté un projet alimentaire avec le collège de notre village, où il y a 600 repas jour. Donc on a créé un jardin comestible à l'intérieur du collège. Et on fait des visites de ferme, on récupère les semences, les enfants viennent semer à la ferme, viennent planter à la ferme, ensuite ils mangent les légumes qu'ils ont eux-mêmes plantés, ils récupèrent les graines, etc. Donc on a lancé des initiatives comme ça, on a fait pareil à la crèche, on a fait pareil dans les écoles primaires où on a invité les enfants, on les a lâchés carrément dans les serres de fraises, donc ils ont mangé des fraises toute la journée, ils ne sont pas tombés malades, on est en bio, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, on a travaillé avec la SAFER pour installer 2 jeunes sur la commune. Donc là, on n'a pas eu besoin de terre de liens, mais c'est vrai que ça nous intéresserait de travailler avec eux sur certains projets. Et ensuite, on est arrivé sur un écueil qui est tout simple, c'est comme le PAT du Luberon, l'administration, certaines personnes de l'administration nous ont incité à nous faire labelliser projet alimentaire territorial. Donc on a répondu à l'administration, on a rempli un dossier, et là, au niveau d'un projet alimentaire territorial, on n'est pas labellisable. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne nous donne pas de réponse, on nous dit vous ne pouvez pas être labellisé. Alors ce qui est très étonnant, puisque au niveau de notre commune, on a été repéré comme action remarquable au moins sur 3 critères, avec le collège, avec l'école primaire, et avec l'EHPAD de notre village, donc au niveau départemental. Donc on a créé une passerelle entre le collège et l'EHPAD. Dans l'EHPAD, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un EHPAD, c'est pour les personnes âgées. Et donc il y a une section Alzheimer et les enfants du collège viennent jardiner avec les personnes âgées à l'intérieur de leur EHPAD et font exactement la même chose de ce qu'ils font dans leur collège. Donc on a créé des synergies à l'intérieur du village, on s'est rendu compte que les gens ne se parlaient pas en fait. Ils sont dans le même village, mais le collège ne parle pas à l'EHPAD, qui ne parle pas à la crèche, etc. Donc notre idée, ça a été de créer un fil rouge alimentaire de la crèche jusqu'au collège. On n'a pas de lycée encore au Puy-Saint-Tréparat, donc on s'arrête au collège. Les associations de parents d'élèves ont trouvé ça super. Les élèves ont trouvé ça super. Et il nous manque, en fait, le dernier maillon, ce sont les élus. Et les élus... ils n'ont pas du tout compris l'attente sociétale, à mon avis. Ils sont complètement à la traîne. Alors, comme disait madame, là, c'est les élections. Alors, ils sortent tous du bois. Alors, ils ont tous compris, là. C'est extraordinaire. On n'a plus besoin de leur expliquer. Ils connaissent le discours par cœur. Ils savent ce que c'est qu'un projet alimentaire territorial. Donc, ça nous fait plaisir. Bon, on verra ce qui se passe dans 6 mois. Hein. Mais voilà, nous, on a porté ce projet. Et on est allé essaimer, une fois qu'on avait fini dans notre commune, c'est une commune de 6000 habitants, hein, il faut savoir que dans notre association, on compte à peu près l'équivalent de 20% de la commune. Donc on représente 1000 personnes. C'est quand même énorme. Hein. Donc on est allé dans les communes voisines et on s'est rendu compte que sur 5 communes voisines, il n'y avait qu'un seul maire. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit celui-là, hein, qui soit extrêmement réceptif, qui vote instantanément au conseil municipal la création d'un PAT sur sa commune et qui va dupliquer le nôtre chez lui. Ce qu'il faut savoir dans les Bouches-du-Rhône, c'est que 80% des communes sont identiques à la nôtre, entre 5 et 10 000 personnes, quoi. Un collège, une primaire, enfin c'est toujours la même structure. Hein. Donc nous, on a créé un PAT duplicable. Et une fois qu'on a créé ça, dans notre association, on a la chance d'avoir un informaticien qui est très fort. Et eux, ils ont la chance que mon syndicat m'ait nommé au Comité national de la restauration collective au ministère. Donc j'ai accès à toutes les directives qui vont tomber du ministère. Et donc on a créé un logiciel de pilotage pour les maires en temps réel pour connaître les flux alimentaires et les flux financiers à l'intérieur de toutes leurs cantines scolaires, et aussi la gestion de tous les déchets, du champ
jusqu'au compostage. Donc ça, on va le proposer. Alors ce qui est marrant, c'est que la DRAF qui était là hier, bon c'est dommage, j'étais pas là, eux, ils veulent pas nous labelliser, mais ils veulent bien notre logiciel, vous voyez. C'est marrant, on trouve ça drôle. Donc, il n'y a pas de souci, hein, nous, on ne court pas après une labellisation. Mais je suis venu témoigner d'une seule chose, c'est qu'en fait, quand on part d'un petit territoire avec des gens motivés, un PAT, ça se monte objectivement en 6 mois. Et ça coûte 0 argent public. Rien. Et c'est vrai que quand moi je vois au niveau de mon département, l'État a voté à la suite des États généraux de l'alimentation, je crois 500 000 € que pour le diagnostic. Ils ont déjà dépensé les 500 000 €, mais il n'y a toujours pas de diagnostic. À moins qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vu passer, mais nous on ne l'a pas vu passer le diagnostic, ça fait déjà 3 ans. Donc à l'échelle d'une vie d'un agriculteur, moi j'ai mes enfants qui sont à la crèche et à l'école primaire, si je veux qu'au collège ils mangent sain, local, bio, c'est moi qui vais le faire. En fait, ce que je pressens, c'est qu'il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse, en fait. Donc, on le fait. Donc, on agit. Et donc, on en parlait tout à l'heure, là. Dans notre département, ils ont créé une plateforme qui s'appelle J'en parle pour repérer et s'inspirer de toutes les initiatives locales. Donc tous les gens disent, voilà, je fais ça à Marseille, je fais ça à Aix-en-Provence, etc. Et nous, on préférait qu'ils créent la plateforme Je fais. Ce serait quand même beaucoup plus efficace. Au bout de 3 ans, maintenant, on doit passer à l'action, quoi. Voilà. Je ne veux absolument pas rentrer dans la dimension politique, hein, mais intellectuellement, je trouve surprenant ce que vous dites, dans le sens où un élu, qu'il soit de droite ou de gauche, il représente une sensibilité locale, il sait très bien comprendre ce que disent les citoyens ou ce que pensent les citoyens, et s'il y a la 20% de la population qui adhère à ce pacte, je ne comprends pas bien. Comment on pourrait expliquer ce décalage-là? En fait, ce décalage, c'est un effet de calendrier, c'est-à-dire que nous, quand on est allé voir notre maire, c'était au moment où il validait son PLU. Et dans son PLU, il allait manger 40 hectares de magnifiques terres agricoles. Et nous, on lui a dit, écoute, ça nous gêne un peu, peut-être que tu pourrais réduire ce que tu vas manger et surtout intégrer un PAT dans ton PLU. Parce qu'en fait, c'est ça qui est complètement surprenant, c'est qu'on a fait passer les PLU il y a 2-3 ans. Et juste après, on dit, il faut faire des projets alimentaires territoriaux. Mais vous venez de manger toutes les plus belles terres, et maintenant vous nous dites qu'il faut qu'on crée des projets alimentaires territoriaux. Ça n'a aucun sens. Il fallait réfléchir la chose en amont. C'est-à-dire, quelle terre je garde pour alimenter le village? Quelle structure je mets en place pour faciliter le travail et la logistique pour alimenter le village? Est-ce qu'il faut une cuisine centrale? Est-ce qu'il faut une cuisine scolaire? Est-ce qu'il faut une légumerie? Est-ce qu'il faut un magasin de producteurs? Est-ce qu'il faut une plateforme logistique? C'est ça qu'il fallait faire dans le PLU. Et ensuite, vous pouviez décliner le PAT. Le PLU, pour nos amis étrangers, c'est le planning, plan local d'urbanisme, donc le planning pour les anglo-saxons. Voilà. Et donc, si vous faites ça dans ce sens-là, PLU, PAT, forcément, ça ne marche pas. C'est juste impossible. Enfin, pour moi, hein, selon moi, à part quand vous tombez dans des municipalités vertueuses, et il y en a, hein, je ne dis pas, en tout cas, la mienne ne l'est pas. Donc nous, quand on est allé voir notre maire, on lui a dit « ne fais pas ça parce que tu vas pulvériser la zone agricole ». Donc du coup, il s'est braqué. Il s'est braqué, ce qui est normal, hein, puisqu'on lui disait « ne fais pas ça ». Bon, au fait, on a cassé beaucoup de permis au puits Saint-Tréparade, donc au final, on a récupéré 20 hectares sur les 40 hectares quand même, donc on est vachement content. Mais la structuration au niveau communal n'est pas du tout prête pour accueillir un projet alimentaire territorial. Et pour prolonger ma question, maintenant qu'il y a des choses qui se font, est-ce que les prochains ne vont pas modifier leur comportement? Alors, la chance que j'ai, quand même, hein, il faut le dire, et ce n'est pas parce que j'ai une représentante du département là, c'est qu'on a la chance quand même d'avoir une présidente qui s'appelle Martine Vassal, qui en tout cas aime énormément l'alimentation et donc qui protège l'agriculture.
Donc, au collège du Puy-Saint-Tréparade, ils ont invité, je crois que j'ai mangé avec 6 maires et 3 autres élus, il y a 10 jours, pour leur présenter tout ce qu'on avait fait. Donc, effectivement, ça bouge. Mais ça fait bientôt 3 ans et demi qu'on fait ça de manière bénévole. Et aujourd'hui, j'ai lâché ma ferme pour venir vous le dire. Et quelque part, il y a un problème de connexion entre les citoyens et les élus. Parce que ce n'est pas normal que ce soit à 4, 5, 6 mois des élections que les mecs commencent à ouvrir leur esprit, quoi. C'est pas normal. Donc ça, pour les citoyens, il faut que, c'est là où je te rejoins, il faut à tout prix que ce soit une donnée stable. On ne transige plus avec ça. C'est pas possible. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà le positionnement qu'on défend. Et ensuite, à un niveau agricole, il faut savoir qu'un projet alimentaire territorial comme le nôtre, ça crée énormément de valeur agricole. Nous, on fait une croissance de 30% par an depuis 10 ans sur notre ferme. On arrive à installer, on aura installé 3 jeunes en 3 ans sur la commune, sans que notre chiffre d'affaires en pâtisse. C'est-à-dire que nous, on accepte de mettre des partenaires, pas des concurrents, mais des partenaires sur notre territoire pour travailler ensemble, pour créer des synergies. On ne voit pas l'autre comme un concurrent à détruire. Donc, voilà ce qu'on crée. Mais ça demande énormément d'énergie. Et surtout, c'est tellement novateur que les institutions ne le comprennent pas. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Hein. Ils ne le comprennent pas. On leur parle chinois. Eux, ils vous disent tu grossis, tu mets des serres, ça va être toi le plus gros, tu vas manger tous les autres, etc. Nous, on pense que c'est l'inverse. Voilà. Nabil, tu voulais réagir? J'ai bien compris? Ah, excusez-moi, je crois qu'il y aura des questions tout à l'heure sur le sujet. On va terminer par une expérience espagnole maintenant. Hein, Carolina qui va nous expliquer les parcs agraires autour de Madrid. Bonsoir à tous. Je suis Carolina et je travaille comme recherche dans la Université Complutense et aussi je dirige les parcs agraires de Fuenlabrada. Et je vais faire ma présentation en anglais. Je suis désolée. OK. Donc, on m'a invité pour vous présenter le modèle du parc agraire où nous avons des différents projets en Espagne, des projets locaux et des projets supramunicipaux. Il s'agit d'un modèle qui a été importé de l'Italie, du parc agraire de Milan. Et il s'agit d'un modèle qui cherche à résoudre 3 problèmes majeurs qui affectent et contraignent la suffisance alimentaire urbaine et les problèmes auxquels fait face l'agriculture périurbaine. Il s'agit de problèmes dont nous avons déjà entendu parler pendant tout le séminaire. Et ces problèmes exercent des pressions sur les terres urbaines, les prix élevés du foncier agraire près de la ville, les contrats sont de durée très courte, nous avons beaucoup de fragmentation également. Et donc, il est difficile pour les agriculteurs d'avoir des exploitations compétitives quand ils ont de petites exploitations. Le deuxième problème, c'est le pouvoir déséquilibré du système alimentaire et une perte de capacité des petits exploitants par rapport à la prise de décision de ceux qui produisent et comment. Troisième problème, c'est la réduction de l'agrobiodiversité et également la perte de viabilité économique. C'est ce dont on a entendu parler pendant tout le séminaire. Donc, le foncier qui est proche du centre-ville a un prix très élevé. On a quelques aides pour l'agriculture périurbaine, mais on en a très peu. Beaucoup de ces exploitations
avait une exploitation très diversifiée et actuellement, du fait des intermédiaires, ils ne peuvent vendre qu'un ou deux produits. Et donc, c'est également un problème majeur. Mais le plus gros problème, quand on est proche de la ville, c'est qu'il n'y a pas de jeunes, dans le cas de l'Espagne, qui veulent être agriculteurs. Donc ça, c'est un problème majeur. Donc, comment est-ce qu'on peut chercher à résoudre ces problèmes avec le parc agraire? Le parc agraire est un modèle, un projet, et également reconnu par la loi en Espagne. Ce n'est pas reconnu au niveau national, mais et il y a beaucoup de communes, régions autonomes. La Valencia, par exemple, ont reconnu ce schéma territorial et de gouvernance. Et donc, il s'agit de trois outils pour pallier aux problèmes que je viens d'évoquer. Le premier outil dont on dispose, ce sont des PLU qui protègent le foncier, qui délimitent les parcelles, qui les classifient l'utilisation du foncier. Et cela fait également la promotion d'agriculture multifonctionnelle. Le deuxième outil dont on dispose est une entité de gouvernance quand nous avons un projet à l'échelle locale, par exemple le parc où je travaille. La participation de la municipalité est très importante et des producteurs locaux également. Mais quand on a un projet qui incorpore de nombreuses municipalités, il faut qu'il y ait une gouvernance, non seulement au niveau local, mais également sur l'échelle verticale. Le troisième outil, pour chaque parc agraire, est un schéma de développement, un plan de développement, et ce plan est un plan stratégique. C'est comme un pacte, si vous voulez. Et l'objectif est pour le parc, puisque chaque parc n'a pas les mêmes problématiques. Et donc ce plan décrit les stratégies et les actions qui sont à mener. Une fois le diagnostic effectué dans cet espace. Un diagnostic des problèmes rencontrés par l'agriculture, un diagnostic des problèmes qui concernent l'étalement urbain. Voilà trois outils qui peuvent différer d'un parc à l'autre. Si on compare tous les parcs, différents parcs agraires, à Fuenlabrada, à Rivers, et on a 2 ou 3 à Madrid. Il y a également un parc à Llobregat. Chaque parc est différent. Donc c'est un excellent modèle parce qu'il est très flexible, il s'adapte aux problèmes du lieu en question. Alors la contrainte la plus importante à laquelle nous faisons face en Espagne, à Madrid surtout, est que ce modèle n'est pas reconnu par la loi. Il est très difficile de travailler avec les municipalités. Il est difficile de les convaincre parce que ce modèle fonctionne bien, mais on a du mal à les convaincre. Si le modèle n'est pas reconnu dans le cadre de la loi, lorsque l'équipe politique change, peut-être que le projet également évoluera. Donc c'est un grand problème pour nous. Donc, le parc agraire essaie de reconnecter l'agriculture, le paysage et les résidents urbains. Les 3 éléments sont très importants. Il s'agit d'améliorer la production locale et d'améliorer les paysages. Ces 2 éléments sont super importants pour le parc agraire.
En fait, l'aspect principal pour relier l'agriculture avec les résidents est de promouvoir des actions qui localisent, qui territorialisent le système alimentaire. On a entendu parler de beaucoup d'actions ici. Et on souhaite récupérer les marchés locaux, les marchés de producteurs, par exemple, qui peuvent se dérouler dans différentes zones d'une ville. Par exemple, il est très important également d'améliorer la transparence des origines et des processus de production. Nous avons une marque, par exemple, pour notre parc. Chaque parc a sa propre marque qui respecte certains critères. Et finalement, en améliorant la qualité et l'accès au paysage agricole, puisque le paysage est une bonne manière de lier les résidents urbains avec les espaces agricoles, parce que les écoles peuvent faire des sorties, on peut faire du sport, et lorsque le paysage est de bonne qualité, il peut augmenter la valeur des produits locaux. J'ai parlé beaucoup des problèmes sur lesquels travaillent les parcs, mais le parc doit également exploiter les opportunités grâce à la proximité à la ville. L'opportunité la plus importante est cette proximité au marché urbain, parce que si on dit que les petits exploitants ne sont pas viables, c'est une manière d'améliorer la santé de leur économie avec des techniques agraires et les techniques qui fonctionnent au sein du parc afin d'améliorer la biodiversité et de vendre leurs produits dans un circuit court. Une autre opportunité à exploiter maintenant, nous pouvons travailler aux côtés du paysage pour rendre ces fermes agraires multifonctionnelles. Donc, les écoles peuvent visiter, les résidents peuvent aller acheter des produits de la ferme et l'agriculture locale peut produire des aliments frais, ce qui est très important pour la sécurité alimentaire. Dans le cas de Fuenlabrada, les techniques sont exploitées pour améliorer les circuits courts et pour travailler avec le paysage, ainsi que pour réguler les services dans l'écosystème. C'est difficile. Lorsque vous avez un espace agraire qui est près de la ville, il y a beaucoup d'utilisations qui ne sont pas agraires. Et en fin de compte, il y a un impact assez important sur le paysage, mais également au niveau des services de l'écosystème. On m'a demandé qui sont les acteurs principaux d'un parc agraire. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la municipalité, mais aussi les agriculteurs locaux. On ne peut pas avoir un parc agricole si on n'a pas des agriculteurs qui souhaitent s'impliquer. On a beaucoup d'exemples d'une municipalité qui souhaite mettre en place un parc agraire dans la municipalité, mais si les agriculteurs ne sont pas partants ou s'il n'y a pas d'agriculteurs, on ne peut pas lancer notre parc. Donc voilà, ces deux éléments sont très importants. Au deuxième niveau, j'ai du mal à trier les mots français, les mots espagnols et les mots anglais dans ma tête. Donc le consommateur, et il y a l'AMAP aussi. Très important également.
Si on a une production locale, sans un consommateur, sont les consommateurs qui sont prêts à payer pour cette production locale, alors le projet ne fonctionnera pas. Voilà, c'est tout. Merci. Merci de m'avoir écouté. Deux points de compréhension par rapport à ça. Si tu pouvais nous donner quelques chiffres en termes de nombre d'agriculteurs, de quantité produite, enfin, pour un peu comprendre. Et deuxième chose, j'ai compris qu'il y avait deux acteurs importants, la commune et les agriculteurs. Oui. Mais la société civile, est-ce qu'elle participe à ce projet d'une manière ou d'une autre, des associations, des gens? Okay, for example, in Fuenlabrada, we have 800 hectares, and we have 100 hectares for producing vegetables. Et toutes les parcelles, la moyenne c'est 5 hectares par parcelle. Et avant notre intervention, ils vendaient leurs produits exclusivement à Mercamadrid. C'est... comment est-ce que je l'explique? C'est un intermédiaire qui récupérait toute la production de Madrid afin de l'exporter. Mais aujourd'hui, il y a une diversification de la production, mais je ne sais pas combien de tonnes de légumes et de fruits ils produisent. Et l'autre question, quel est le rôle d'une association ou de la société civile? Nous organisons différentes activités et nous avons organisé notre parc afin que les associations puissent s'y rendre pour visiter. Nous avons une association qui organise des visites la nuit à vélo. C'est une manière d'occuper le lieu, de vivre dans un lieu où ils n'allaient pas auparavant. Il y a une autre association qui a fondé des AMAP pour des achats directs auprès des producteurs. Et dans le cas de Fuenlabrada, c'est différent. Ce n'est pas comme les autres parcs agraires. Parce que dans le cas de Fuenlabrada, ce parc-là s'est développé très, très rapidement. Beaucoup de gens qui habitaient à Madrid devaient quitter la ville pour aller à l'extérieur puisque les prix fonciers étaient moins élevés. Donc, la population s'est développée très rapidement. On a mis en place un projet avec des gens qui sont nés dans ce bled afin de récupérer son histoire. On a un projet avec des écoles, les associations pour reconstruire l'histoire de ce village, donc l'histoire générale et l'histoire agraire également. On a essayé de brosser un tableau un peu complet entre le modèle général et puis les expériences diverses qu'il peut y avoir selon les institutions ou les lieux. Hein. Donc peut-être maintenant passer la parole à la salle s'il y a des questions. Alors, la première question, désolé. Donc, mais j'étais impressionné par l'exemple que tu as présenté, ce projet alimentaire territorialisé, mais je ne comprends pas pourquoi vous insistez auprès des maires. Qu'est-ce que vous voulez des maires? Est-ce que vous voulez qu'ils soient portés par la mairie ou des subventions? Ou, je ne comprends pas, parce que si les politiciens s'accaparent de ce projet-là, croyez-moi, il va être disparu au bout de 4-5 ans. Donc, je ne comprends. Qu'est-ce que vous voulez vraiment de la part de la mairie et des maires? Alors, moi, je veux rien. Hein. Oui, objectivement, moi, je veux rien. Pas vous, mais... La réalité, c'est que dans le département du 13, il n'y a quasiment plus d'agriculteurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, non c'est vrai, hein, en personnes qui vont avoir... Moi j'ai 46 ans, je suis à la moitié déjà. Je regarde ceux qui sont plus jeunes, on les compte sur les doigts de la main. C'est-à-dire qu'en fait, si nous on ne propose pas un modèle aux gens, au moins qu'ils décident. Si on n'explique pas le modèle à la société civile, parce qu'il y a un moment, il faut un modèle. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'est pas dans l'agriculture ou qui n'est pas dans la politique, etc., tu vas faire un truc, tu verras, c'est super. Mais il lui faut un modèle, il lui faut une trame. Nous, ce qu'on propose, c'est une trame qui est simple, que des parents d'élèves peuvent prendre, que les responsables d'un EHPAD peuvent prendre, que le collège peut prendre, etc. Et c'est extrêmement simple. C'est vraiment simple. D'accord ? Ensuite, le politique, nous, on ne cherche pas à ce qu'ils prennent le pouvoir. Nous, on cherche à ce qu'ils fassent ce qu'on fait nous. Tu vois ? C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fait, on le piège dans la mesure où c'est gratuit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent public. Vous dites à un politique, ça c'est gratuit, ça marche. Est-ce que tu peux le faire ? Tout le monde attend ça. Logiquement, à part si c'est un tordu, il va dire, ok, je vais faire ça. Enfin, ça me semble logique. Moi, la réussite et la particularité de ce projet-là, c'est qu'il est porté par la société civile, pas par les politiciens. Oui. Ce qui fait la force de ce projet-là. Bien, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, on va sur une autre commune. Alors, notre tactique, c'est quoi ? On a installé sur une autre commune 2 autres jeunes. Donc, c'est 2 femmes. D'ailleurs, ça se féminise, l'agriculture française. Donc, c'est très bien. C'est très important. Donc, à Pérols, on met 2 pions à nous qui vont faire exactement comme nous. Donc, on leur donne clé en main le projet. Et c'est elles qui vont porter le projet comme nous, on le porte. Mairie de droite, mairie du centre, mairie du gauche, c'est pareil. Maintenant, le maire, il veut faire la photo, il vient faire la photo, il est bienvenu. La mairesse ou le maire ne veut pas faire la photo, c'est pas notre problème. Le projet, c'est nous qui le portons. C'est une association, c'est notre association qui le porte. Et ça, c'est très important, c'est pas la mairie. En revanche, est-ce que la mairie est partenaire et est-ce qu'elle est motrice ? Tant mieux si elle l'est. On ne lui ferme surtout pas la porte. On expose le projet, on dit au personnel politique, est-ce que tu as envie, toi, de faciliter la chose ? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, dans un PLU, est-ce que tu es capable de mettre au bon endroit de ta commune un magasin de producteurs qui va permettre à tous les producteurs de gagner dignement leur vie ? Ou est-ce que tu vas les cacher au fin fond du village, dans une petite rue où il n'y a jamais personne ? Parce qu'elle est là. Quand vous regardez un projet politique, le mec, il est opportuniste, il dit « Oh, j'ai un vieux local là-bas, là, on va mettre un magasin de producteurs. » Et il va dire, il va faire la photo, « Moi, j'ai fait le boulot. » Sauf que quand tu vas envoyer les producteurs achalander ce magasin, ils ne vont pas gagner leur vie, donc ça ne marchera pas. Donc nous, notre vision, c'est une vision citoyenne, économique, et surtout, si vous voulez des agriculteurs localement, il faut qu'ils gagnent leur vie. Voilà. Oui, moi je voudrais faire plutôt un commentaire qu'une question, parce que j'ai trouvé que la table ronde illustre bien ce qui, à mon sens, compose ce qu'on peut appeler une gouvernance alimentaire territoriale. C'est qu'en fait, toutes les recherches que l'on connaît là-dessus montrent que cette gouvernance, elle marche sur 2 pieds. Le premier pied, c'est le mouvement alimentaire, donc c'est les citoyens qui eux-mêmes, comme M. Arlot, prennent l'initiative et lancent des choses avec leurs moyens. Et puis le deuxième pied, c'est quand même l'acteur public. Et par rapport à la question pourquoi c'est important la municipalité, c'est quand même la municipalité, elle a un pouvoir de loi, elle a un pouvoir d'aménagement, donc elle a un certain nombre de pouvoirs qui, quand ils vont dans le sens alimentaire, vont stabiliser, vont permettre de donner de l'ampleur ou de donner du temps à l'action. Et puis il y a des moments où je dirais que ce sont plus des hybridations. Donc c'est l'exemple du forum du PNR, où là en fait on met tous les acteurs du territoire pour à un certain moment tirer de ces échanges, de cette diversité des idées, des avancées. Et c'est l'exemple de Terre de Liens qui compose son partenariat public-privé pour un projet d'agriculture, d'exploitation agricole. Et du coup, pour revenir au sujet de la suffisance alimentaire,
ce qui me semble très important dans ces témoignages sur la gouvernance, c'est que ces initiatives qui de temps en temps partent d'un côté ou d'un autre acteur, en fait, elles commencent à créer de l'inertie. Ce qui fait qu'avec ce que vous avez fait sur votre commune, même si un maire s'oppose, il ne pourra pas s'opposer avec les mêmes arguments et les mêmes éléments que si rien n'avait été fait. Et ça, c'est très très important et c'est des choses que l'on voit sur le temps long quand on regarde la gouvernance, c'est que ces actions, même si elles sont limitées, elles sont exténuantes, elles créent un contexte qui fait qu'après, elles vont malgré tout encourager ou empêcher que des contre-projets soient très néfastes. Voilà, donc ça c'est assez important, je pense, dans le sujet de la suffisance alimentaire. Et donc ça renvoie à l'importance des réseaux sociaux, c'est que en fait, quand un réseau communal, un réseau territorial se constitue autour de cette idée alimentaire, eh bien, il crée un nouveau contexte et c'est plus difficile de revenir en arrière. Et dans ce sens, ça a un vrai rôle pour avancer la question de la suffisance alimentaire. J'ai un commentaire à faire vis-à-vis du prix payé par hectare. Moi, j'ai fait quelques recherches avec un trust américain des terres agricoles. Il y a une gamme entre 88 $ jusqu'à 125 000 $ par hectare. Et c'est à peu près 135 aux États-Unis vis-à-vis de 12 000 le prix que vous avez payé en France. Et je crois que cette valeur, il est difficile pour l'agriculteur de rester rentable avec ces chiffres-là. Et tout dépend de la volonté de la communauté. C'est ça la valeur de garder l'agriculture près d'une urbaine. Et on ne paye pas une valeur juste. Et je voulais juste féliciter Esther également, parce que surtout ce dernier panel, on parle des petits joueurs, les chercheurs, les agriculteurs, les associations à but non lucratif, tous ceux qui essaient de faire un développement durable dans un monde qui a des chaînes d'approvisionnement énormes qui déchirent l'agriculture, qui l'arrachent de la ville. Donc, merci beaucoup. Je rebondis sur tes remerciements. Parce que hier, on parlait avec Catherine, justement, elle disait, je trouve très intéressant ce format où il y a des praticiens, des agriculteurs, des techniciens. Elle vient d'Amérique, donc je voudrais savoir quelles questions ils auront à nous poser, nous chercheurs, parce que nous, on se pose des questions, souvent, donc est-ce que vous savez, on parlait hier qu'on aimerait avoir un retour, comment on s'approche des conclusions, des questions que vous poserez à la recherche, dont la réponse pourrait vous être utile dans votre média, votre quotidien. Voilà. Recherche sur mesure. Voilà. En liste de courses pour nous. Je vous regarde vous, mais je regarde à vous tous qui vous êtes ici. Enfin, pas répondre peut-être pas tout de suite. Je donne la parole à nouveau. Là, je ne sais pas si c'est le rôle de la recherche, il faut peut-être d'autres acteurs pour ça. La question, ce serait plutôt l'utilisation des fonds européens. Parce que je me demande finalement s'il n'y a pas des municipalités qui ont envie de faire des beaux tableaux à double entrée avec des beaux projets sur le papier, mais qui en fait sont des ventres creux où il n'y a rien. Tout ça pour récolter des subventions qui après sont remises dans la masse des dépenses de la commune et on n'a plus la traçabilité en fait de ce qu'est devenu l'argent européen. J'ai quelques exemples locaux en tête que par charité je ne citerai pas. Voilà. Alors là, je vais vous donner une information qui, pour moi, a fini de me convaincre qu'il fallait y aller seul, quoi. Parce qu'à un moment, c'est plus possible. Vous avez un budget de 36 millions d'euros par an au niveau européen qui est alloué à la France pour un programme qui s'appelle Un fruit à la récré. Donc c'est les produits laitiers bio et locaux et les fruits bio et locaux et les produits conventionnels bio et locaux. Donc la France, péniblement, arrive à dépenser 3 millions d'euros sur cette enveloppe.
Donc ils ne sont même pas à 5% de ce qu'ils pourraient dépenser. Et donc dans cette logique, nous on interpelle le ministère en disant mais comment c'est possible que le budget européen n'arrive pas à être dépensé alors que l'agriculture française, vous avez la moitié des agriculteurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez un agriculteur par jour qui se suicide. Je dis mais comment c'est possible? Alors ils ont réfléchi là-haut, parce que maintenant je les vois une fois tous les 3 mois, ils ont dit on va assouplir la règle. Donc ils étaient tout contents, ils ont assoupli la règle, on a vu le truc, ça ne marchera jamais. Donc il y a une déconnexion totale entre la gouvernance, en tout cas française, je ne sais pas si la gouvernance espagnole c'est pareil, mais entre la gouvernance française et la réalité des gens. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas fini l'histoire, parce qu'elle est drôle dans l'autre sens aussi. Nous, quand on livre le collège du Puy, on a un cuisinier formidable avec une responsable des comptes, j'ai oublié exactement comment ça s'appelait, mais enfin c'est elle qui paye, et qui ont rempli ce dossier européen. 3 mois pour y arriver. Bon, il se dit, ça y est, on y est arrivé. Et il récupère 8 000 euros. Il récupère 8 000 euros dans l'année. Alors, ils étaient tout contents. Mais les 8 000 euros, madame, ils ne sont pas retournés à l'alimentation du collège. Ils ont financé les photocopieurs. Et donc, nous, qui faisons ça bénévolement, les bras nous en tombent. Parce qu'on se dit, mais même à un niveau local, quand on déclenche quelque chose de vertueux, que ces 8 000 euros, on se dit, c'est le chef qui va les récupérer, peut-être pour faire un emploi supplémentaire, peut-être pour, je ne sais pas moi, ils peuvent faire plein de choses avec. Non, ça part dans un photocopieur. C'est-à-dire que à tous les échelons, en tout cas au niveau de l'alimentation et à ce que je connais, il n'y a aucune cohérence. Il y a des effets d'affichage de partout, mais il n'y a pas de cohérence. Et ça, pour nous, malheureusement, ça nous éloigne des institutions. Parce qu'on se dit, si moi j'ai envie que les enfants de mon village mangent local et sain, je vais le faire tout seul. Et la seule chose sur laquelle je me suis battu au national, c'était qu'ils nous gardent, on a un appel d'offres à 20 000 euros, vous savez, dans toutes les cantines. Et il se trouve qu'en fruits et légumes, une cantine scolaire, elle dépense jamais plus de 10 000 euros par an, quoi. Donc en fait, juste en se battant là-dessus, c'est pour ça que notre modèle est duplicable. N'importe quel agriculteur qui a envie de faire comme moi, il peut le faire dans le collège de son village, quoi. Voilà. Oui, je voudrais quand même me permettre un peu de tempérer les propos, là, qui me paraissent quand même un petit peu excessifs au niveau des investissements, enfin des subventions européennes, hein, parce que les fameux projets FEADER, c'est sûr, ce sont des usines à gaz à monter, c'est très compliqué, mais il y a, comment dirais-je, un accompagnement important qui est réalisé par la région, hein, pour monter ces projets, et ça déclenche donc des retombées financières conséquentes. Hein. Et ce qui m'étonne là par rapport à l'exemple qui est donné, c'est qu'il y a un suivi des dépenses qui est assez contraignant. Hein. On doit justifier, hein, quasiment tout le centime qui a été dépensé par la description de projet. Alors soit là il y a eu une embrouille, hein, et parce qu'on ne peut pas dire qu'on a dépensé de l'argent qui était consacré pour un projet à acheter des photocopieurs. Ah bon, alors j'ai pas compris, excusez-moi. Mais, non, enfin, en tous les cas, dans les projets FEADER que j'ai montés, on nous a en permanence demandé de justifier, puisque le paiement se fait qu'a posteriori. Hein, c'est la structure qui doit investir. Alors, c'est peut-être pas les mêmes types de projets. Moi, je parle des projets FEADER. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein? En fait, c'est le collège. Ça rectifie le projet. Quand même, il y a de l'argent européen qui descend, quand même, qui arrive sur la région. Nous, qui descend, mais en tant qu'agriculteur, on le voit jamais. Ah si, le collège paye la production. Ça, c'est une chose. Mais le collège fait la démarche de rentrer dans un programme de 36 millions. Dans la France, ne dépense que 3 ou 4 millions par an. Donc, il y a 95% qui repart à l'Europe. Vous savez comment ça marche, hein. Donc, tôt ou tard, ils vont la supprimer.
Parce que quand les techniciens européens ils disent il n'y a que 4% de la subvention qui est utilisée, donc ça ne marche pas, donc on la supprime. C'est comme ça que ça marche. Et nous, on s'attendait, dans une logique alimentaire française, à ce que quand c'est sur le volet alimentaire d'une cuisine que vous créez une dynamique, la subvention que touche le collège soit fléchée vers l'alimentation. Or, ça tombe dans une corbeille, ils font ce qu'ils veulent avec. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au collège, la première année, ils ont acheté des photocopieurs avec. Et ça, symboliquement, c'est terrible, parce que vous vous dites, mais en fait, on a fait tout ça pour 2 photocopieurs. C'est clair. C'est clair. Mais il ne faut pas la généraliser, la pratique, quand même. Ah non, mais c'est pas ça. Il faut régler le problème. Ouais. Intervenir aussi pour... moi aussi, ça me gêne aussi de confronter, d'affronter les uns avec les autres, les élus avec les citoyens, les consommateurs. Donc, il y a quand même, je pense aussi des faiblesses, effectivement, mais il y a aussi des élus qui font de belles choses. Montsartou, ça en est un exemple. Chez nous, on n'a pas un Montsartou, mais on a un Loris qui est presque, qui est vraiment très dynamique. Et je pense que si on veut avoir vraiment une relocalisation de notre système alimentaire, sans parler de Tarsi, mais une réautonomie, c'est chaque acteur qui doit prendre une place, prendre sa part. Et comment dire, c'est à chacun aussi d'amener l'autre, et pas dans une confrontation. Je voulais faire passer ça, mais dans une intelligence collective. Et c'est la difficulté, mais je pense que quelque part, on doit pouvoir, alors pas partout, mais aussi amener de temps en temps à des endroits, arriver à cette intelligence collective et arriver à faire de belles choses comme ça. Voilà. Je l'espère, je suis peut-être idéaliste, mais moi j'œuvre à ça. Oui, moi je voulais aller dans le même sens, c'est-à-dire de mon point de vue, justement, Esther demandait le rôle des différents acteurs, dont celui de la recherche. Je pense que on est à un état aujourd'hui où il y a plein de petites choses qui ont émergé, de nombreuses initiatives. Une des choses qui paraît importante aujourd'hui, c'est justement d'arriver à d'une part faire du lien entre différentes initiatives à différentes échelles, parce que ça c'est un vrai travail, les suivre dans un temps long, un temps qui dépasse les projets, parce que même dans la recherche, ça fonctionne par projet. Donc chacun a son petit projet de 2 ans sur un sujet, puis après, hop, on recommence d'autres projets, enfin voilà. Donc arriver à suivre de façon dans un temps plus long, en fait, ce qui se passe, et pourquoi pas faire remonter des choses aux bonnes échelles. C'est-à-dire, typiquement, on a parlé hier du passage d'une politique agricole à une politique alimentaire à l'échelle de l'Europe. On peut très bien s'appuyer sur différentes initiatives, projets, pour questionner justement la façon de répartir les fonds, parce que vous parlez d'un fruit pour la récré, ça c'est un tout petit bout de l'action de l'Europe en termes de développement de filières. De façon plus large, c'est l'aide aux structures. Aujourd'hui, par exemple, quand même, si on parle d'alimentation, on peut voir quand même de façon claire que on a beaucoup moins de fonds qui sont donnés sur de la viande, du lait, des céréales. On a beaucoup plus de fonds européens qui sont alloués à ça que sur les fruits et légumes, par exemple, tout simplement. Donc là, il y a du travail à faire. Et du coup, qu'est-ce qui permet de consolider les espaces comme, par exemple, l'espace agraire, le parc agraire Comment on arrive à connecter ça avec les échelles de politique agricole et alimentaire? Attendez, si vous, ouais. Comme nous enregistrons les débats, c'est mieux de passer par le micro. Oui, sinon après vous ne saurez plus. Justement pour la recherche. Oui, pour la recherche, vraiment, c'est les projets de recherche participative. Là, on est dans la coopération, on est dans l'échange, c'est super. Mais vraiment, je pense que moi, l'avenir, il est là. Ça marche bien quand les scientifiques... quand les projets sont montés ensemble, quoi, avec les citoyens, avec même des élus, je m'en fous, moi, c'est les gens qui sont motivés. Et ça, c'est par du concret et c'est génial. Et là, la science, elle a vraiment un grand rôle à jouer
Sauf que c'est pas encore très à la mode là-haut. Ils préfèrent donner des trucs à des biotechnologies, à des trucs hors sol complets. Ce qu'il faut, c'est les ramener vers la vraie vie. Et je pense que là, les scientifiques ont un grand rôle à jouer. Oui, alors juste pour illustration, hein, le département de l'INRA que je représente n'est pas le plus gros département de l'INRA, mais qui est relativement impliqué dans ces approches participatives. Donc il y a d'autres gens à l'INRA qui font des choses beaucoup plus techniques, hein, mais bon, nous faisons partie de ce mouvement-là, modestement. J'avais juste une petite question. Vous avez parlé de plusieurs installations d'agriculteurs. Est-ce que ça se fait facilement et sur quel type de terre? Et puis un constat, c'est quand même qu'il n'y a aucun élu sur cette table ronde. Et bon, je sais qu'hier il y en avait un, mais enfin, c'est malheureusement, je crois qu'il y en a peu encore qui interviennent dans ce domaine. Alors, les installations, c'est des gens qu'on a formés ou qu'on nous a envoyés. Et en fait, on les a sélectionnés en complément des productions qu'on produisait déjà, pour ne pas être sur une forme de concurrence. Et ensuite, on se partage les assolements. Donc ça revient à ce que vous disiez, je pense. C'est-à-dire que nous, on fait à peu près sur la petite plateforme à Saint-Canadé, c'est un tout petit mot, on fait 200 000 € de chiffre d'affaires, à peu près. Et on produit quasiment à l'hectare maintenant. 1 hectare de melon, 1 hectare de pommes de terre, etc. On est 5 maraîchers et en fonction des terroirs, des arrosages, des caractéristiques techniques des terrains, on dit c'est soit toi qui vas faire la pomme de terre, c'est toi qui vas faire ci, et on tourne de manière aussi à ce qu'il n'y ait pas de notion de concurrence. C'est-à-dire il a pris les bons produits, moi j'ai les mauvais produits, etc. Donc sur les produits de base où on a besoin de surface assez grande, on se les répartit comme ça. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on est tous associés dans une structure commerciale où on récupère, en fonction de notre chiffre d'affaires au prorata, les dividendes. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait bien produire et qui est sérieux va beaucoup produire, donc va réaliser beaucoup de chiffre d'affaires. Donc lui va avoir beaucoup de parts dans la société. Et donc ça permet aussi de rééquilibrer les choses à un niveau économique de manière très saine. Et après, les jeunes, on leur prête les locaux au début, on leur prête les tracteurs, on fait en sorte qu'ils ne s'étranglent pas avec des gros investissements. Et on fait ça pendant 1-2 ans, puis après, si la personne ne prend pas son envol, c'est que ce n'était pas la bonne. Et c'est pas grave. Mais voilà, nous on le fait comme ça. Alors en revanche, au niveau des chercheurs, surtout les chercheurs, on a un gros souci au niveau de la formation. Les gens qu'on nous envoie, ils ont des BTS, ils ne savent pas faire des règles de 3. Ils ne savent pas lire des modes d'emploi. Mais pour nous, c'est perturbant. Parce que pour nous, le BTS en agricole, c'était le diplôme le plus élevé. Donc moi, j'avais fait un BTS, je me souviens que j'avais galéré pour l'avoir. Il y avait un vrai niveau. Là, on a eu l'impression, en l'espace de 15 ans, que le niveau a vraiment baissé. Ce qui fait que quand on nous dit, ouais, je t'envoie un BTS, forme-le, maintenant, il faudrait presque faire un contrôle de compétences. Est-ce que tu sais lire le mode d'emploi? Est-ce que tu sais combien d'engrais il faut mettre? Est-ce que tu sais ci? Est-ce que tu sais ça? Donc nous, ce que je vois moi, c'est ça, c'est qu'il y a un problème dans la formation. Et dans notre projet alimentaire territorial, on propose des choses aux élus et aux institutions, notamment de faire du compagnonnage agricole. Parce qu'en fait, il reste des gens extrêmement pointus dans notre région, des experts de l'asperge, des experts de la fraise, etc. Quand on installe des gens en agriculture bio diversifiée, souvent c'est trop diversifié pour quelqu'un qui n'est pas du monde agricole. On va lui demander 40 variétés la première année, il va arriver à en faire 10. Il va avoir énormément de déchets, ça va peut-être le démotiver, etc. Nous, on se dit, il vaut mieux que la personne ait une formation de 3 ans, qu'elle passe 2 mois au moment des fraises, 2 mois au moment des asperges chez un tel, etc. Que cette formation lui soit rémunérée et qu'on l'oblige, ça peut intéresser Terre de Liens, j'ai fait la connexion, qu'on l'oblige à mettre de l'argent de côté pour s'acheter le terrain à la fin de la formation. Parce qu'en fait, quand vous avez votre formation, il y a comme un vide en France. C'est l'acquisition du terrain.
Et quand vous êtes dans une dynamique de formation, derrière, vous voulez vous installer, ce qui est logique. Et là, vous allez passer 1 an, 2 ans, 3 ans à attendre un terrain en SAFER. C'est extrêmement compliqué, c'est très politisé la SAFER. Donc parfois vous vous dites c'est moi qui vais l'avoir et puis je ne l'ai pas, ça retarde de 6 mois, donc du coup je repars dans la vie active, je reprends un boulot, mon projet s'éloigne, enfin c'est très compliqué. En revanche, on pourrait imaginer via Terre de Liens par exemple, qu'on identifie des terrains pour des maraîchers, 3 hectares à tel endroit, on va les former via cette phase. Et la personne adhère à Terre de Liens et va vraiment investir quelque chose dedans. Il ne faut pas non plus que ce soit gratuit, parce que sinon ça déresponsabilise la personne. Voilà. Nous, je pense que c'est un des chaînons qui manque dans l'installation agricole. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, bah, tu vas faire haricots verts, petits pois, pois chiches, machin, salade, tatati, ce sera super. Puis au final, il va en rater la moitié, et puis ça le décourage. Voilà. Oui, donc pour venir aussi en complément à ça, donc là, j'imagine c'est plutôt dans une zone rurale que ça se passe. Donc là, voilà, le cas que j'ai pu accompagner là, c'était vraiment une installation d'agriculteurs en zone périurbaine proche. Donc c'est vraiment la première couronne de Montpellier. Et avec vraiment du foncier qui à la base est un foncier public. Donc il y a aussi toute une série vous parliez de quels sont les problèmes en fait. Donc le premier problème, en effet, c'est un problème de porteur de projet, donc de qui on parle, qui on va installer. Donc dans le cas que j'ai pu voir, en fait, il y avait deux cas contrastés. On avait un agriculteur délocalisé, c'est-à-dire un maraîcher bio qui avait déjà une expérience de plus de 10 ans, qui a changé d'endroit, qui était, on va dire, 10 km un peu plus au nord de la ville et qui est venu s'installer plus proche de la ville. Le deuxième cas, c'est un collectif de néo-ruraux qui ne connaissent pas l'agriculture, qui ont eu des expériences de jardin partagés, de différentes choses, mais où là se pose réellement le problème du changement d'échelle. C'est-à-dire comment je passe de 200 mètres carrés à 4 hectares, 8 hectares à gérer. Donc là, il y a tout un travail, en effet, de type compagnonnage, etc. Là, il y a vraiment quelque chose à faire, à mon avis, à une échelle plus large que les échelles locales sur ces problématiques. Donc, les chambres d'agriculture travaillent sur les maîtres d'apprentissage, mais pour l'instant, dans une approche plutôt filière, etc., je pense qu'il y a un vrai travail de maîtres d'apprentissage, de compagnons sur du maraîchage biodiversifié, etc. Donc ça, c'est la première question, c'est l'homme, c'est les êtres humains qui sont concernés. La deuxième question, c'est quand même, dans le cadre du foncier public, c'est le type de contrat. Et là, on rejoint la problématique de la temporalité politique. C'est-à-dire c'est assez difficile quand même de passer au fameux bail rural environnemental. C'est-à-dire qu'en France, pour nos amis étrangers, donc en général, quand on fait un bail, on appelle ça du fermage. Donc un propriétaire met à disposition une terre à quelqu'un qui va l'utiliser. Mais cette personne qui l'utilise, elle s'engage à l'utiliser, comme on dit juridiquement, en bon père de famille, et bonne journée. Là, le bail rural environnemental, donc c'est quelque chose, un dispositif plus jeune, qui là va rajouter des conditionnalités à ce bail. Par exemple, le fait de cultiver en agriculture biologique, par exemple. Mais ça veut dire que c'est un bail qui est minimum sur 9 ans. Et donc là, c'est un engagement politique beaucoup plus fort que le prêt à usage gratuit, par exemple. Voilà. Donc il y a des enjeux de ce type-là. Ça, c'est la deuxième difficulté. C'est la difficulté de comment on va contractualiser, en fait, en tant que municipalité ou que communauté de communes avec un agriculteur qui s'installe sur des terres publiques. Après, on revient à des problèmes finalement d'aménagement, c'est-à-dire que installer de l'agriculture en termes très pratiques, c'est par exemple, dans le cas du périurbain, remettre une activité agricole là où elle a disparu. Et donc ça veut dire que parfois, du fait de l'histoire agricole, du démembrement, remembrement urbain, par exemple, j'ai des crises viticoles dans le cas de Montpellier, je vends des petits bouts de mon exploitation viticole au fur et à mesure des crises pour recapitaliser l'exploitation. Et donc je me retrouve avec des parcelles sur lesquelles on n'a aucun bâti. Et donc là, comment on fait pour installer une installation agricole si on n'a pas le droit de mettre de bâti, par exemple? Et enfin, dernière difficulté, qui n'est pas des moindres, c'est la justice sociale entre agriculteurs. C'est-à-dire vous, en tant que municipalité, vous installez un agriculteur et le reste des agriculteurs qui vient vous regarder, vous dire « mais tu installes un agriculteur ».
Et donc, qu'est-ce que tu fais à cet agriculteur? Comment tu en tiens compte? Et c'est la même difficulté pour le conservatoire des espaces naturels qui va installer un éleveur en périurbain et qui va mettre à disposition du foncier, des bâtis, etc. Et donc, comment cet éleveur il va arriver à s'intégrer dans son milieu professionnel, dans ses pairs, dans le milieu en fait des autres agriculteurs qui pratiquent la même activité que lui? Oui, deux questions par rapport à la connaissance agricole des élus. C'est-à-dire que on se rend compte que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'élus qui participent à ce genre de colloques. Donc, il y a de moins en moins d'agriculteurs aussi dans la société française. Et donc, forcément, il y a de moins en moins d'élus qui ont une culture agricole. Et que pour arriver à appréhender les choses sur le long terme, il me semble que ça, c'est quand même primordial que les élus aient une culture agricole au moins minimale. Et ça serait peut-être bien de réfléchir à ça aussi en tant que chercheur, je pense. Et la deuxième chose, c'est, vous avez parlé tout à l'heure d'espaces tests agricoles. Et je voudrais savoir qui c'est qui instaure ces espaces et comment ils sont utilisés. Voilà. Oui, je peux peut-être répondre sur les espaces tests agricoles dans un premier temps. Oui, l'espace test agricole est en définitive, disons, une propriété foncière qui est mise à disposition d'une structure. Alors ça peut être une structure coopérative, ça peut être une structure, il y a Créagri dans le... comment ? Il y a Créagri, il y a dans le Var, il y a d'autres structures. Voilà, donc ces structures-là portent, font appel, on dispose de foncier. Bien entendu, ils paient un loyer pour la location de ce foncier. Et ensuite, ils proposent à des porteurs de projets de venir profiter de ces terrains pendant 3 ans. Période pendant laquelle le porteur de projet va se focaliser essentiellement sur le test donc, de la validité de son projet agricole et sur, je dirais, sa capacité physique, intellectuelle et autres à mener cette entreprise-là. Et en cours de route, il y a un certain nombre de personnes mais qui abandonnent. Donc à ce moment-là, le foncier est reproposé à d'autres personnes qui peuvent venir s'installer. Et sinon, au bout de 3 ans, donc il a validé sa capacité à mener ce projet-là, la validité de son projet. Il a été pendant tout ce temps soulagé par la structure qui porte cet espace test en termes de comptabilité, en termes financiers, juridiques, mais il a pu acquérir un certain nombre de compétences. Et au bout de 3 ans, à ce moment-là, il y a 2 cas de figure. Généralement, il part pour rechercher un foncier. Donc, il tombe dans la galère qui a été annoncée tout à l'heure, de la difficulté de trouver un foncier disponible, ou certains espaces tests permettent de conserver le foncier sur lequel ils se sont testés de façon beaucoup plus pérenne. Donc oui, il y a les 2 cas de figure. Donc voilà, et il est sûr que c'est une démarche, c'est un peu comme une couveuse d'entreprise, c'est une démarche tout à fait intéressante, et Terre de Liens, on est justement sollicité par le parc naturel des Alpilles, pour ne pas le citer, qui est en recherche de terre pour pouvoir créer des espaces tests. C'est pareil sur le Pays d'Arles, il y a un certain nombre d'endroits où on dit, si vous avez du foncier, ou si vous connaissez des propriétaires de foncier qui soient prêts à mettre leur foncier en location, à ce moment-là, nous, on peut installer une structure d'espace test dessus. Et ça, des fois, en plus, c'est un autre avantage de l'espace test, c'est qu'il va y avoir un intermédiaire entre le propriétaire et le fermier, ce qui va sécuriser quelque part le propriétaire dans le fait qu'il va être payé déjà en termes de fermage et qu'ensuite, il y a une structure derrière qui va vérifier qu'il y a un bon comportement par rapport à la terre, et ainsi de suite. Vous voyez ? Alors, parce qu'il y a beaucoup, et bon là on touche le problème des friches qu'on connaît énormément dans la région, c'est que beaucoup de personnes ont du foncier, mais n'arrivent pas à prendre une décision pour le mettre en location, en fermage,
à cause de cette crainte, si vous voulez, après, comment on va faire partir un fermier, enfin, tous les problèmes récurrents dont on a souvent entendu parler. Donc voilà, si vous voulez, l'espace test, c'est qu'il y en a un à Pertuis, voilà, qui est pas loin. Où est-ce que j'en connais d'autres? Oui, à Bouc-Bel-Air, je pense qu'il y en a. Voilà. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Voilà. Et peut-être juste pour terminer sur l'installation, et puis juste donner l'exemple rapidement de la façon dont Terre de Liens procède, justement, l'association, le mouvement possède un foncier, donc, ou prévoit l'acquisition d'un foncier, parce que ça doit se faire bien en amont de l'attribution de ce foncier par la SAFER. C'est l'identification du projet qui va être en adéquation avec le foncier qui est donc un projet d'acquisition. Donc là, la démarche de Terre de Liens, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire qui peuvent avoir quelque chose à dire sur le foncier dont l'acquisition est projetée, de façon à se donner tous les éléments nécessaires. Et puis on parlait tout à l'heure de l'acceptation sociale du nouveau venu, donc c'est important que les voisins, la municipalité et autres soient au courant du projet. Donc là, ces gens autour de la table vont permettre de dresser l'appel à candidature, qui va être publié sur l'ensemble des réseaux, et qui ensuite vont participer au processus de sélection, c'est-à-dire l'analyse des dossiers qui reviennent, ensuite l'accueil des porteurs de projets qui auront été sélectionnés dans un premier temps et qui vont être accueillis de façon collective, et dans un troisième temps, l'accueil des quelques personnes qui restent pour avoir un entretien individuel pour finir de faire la décision. Parce qu'il faut savoir que des porteurs de projets, il y en a beaucoup, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de projets qui demandent encore à mûrir un petit peu avant de pouvoir donner vraiment une réalisation derrière.